Bonsoir à tous. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à l'émission de ce soir, et nous avons un invité très spécial. Mon invité aujourd'hui est Peter Schiff, animateur du podcast Peter Schiff Show, qui avait prédit la crise financière de 2008. Depuis des décennies, Peter affirme que la dette, les déficits et la politique monétaire américaine sont intenables. La dette américaine dépassant 39 000 milliards de dollars et les tensions mondiales croissant. Beaucoup se demandent si la crise que vous évoquez depuis longtemps est enfin là. Peter, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci pour l'invitation. Oui, bien sûr. Alex et moi sommes de grands fans. On suit ton travail sur Twitter et on apprécie beaucoup tes analyses. Et, tu sais, je veux commencer par le sujet le plus en vogue, en ce moment. Et bien sûr, il s'agit de cet éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran. Tu sais, cela reste encore en grande partie à voir. Trump devra sans doute verser des milliards de dollars aux Iraniens pour rouvrir le détroit, qui était ouvert avant la guerre. Mais j'aimerais savoir, de ton point de vue, est-ce qu'on fait face à un choc temporaire ou au début d'une crise économique beaucoup plus grave pour les États-Unis? D'abord, sur la guerre, il faut voir ce que nous allons vraiment accomplir, si nous accomplissons quelque chose. Je sais que nous n'avons pas encore vu les termes du protocole d'accord. C'est peut-être juste un accord provisoire, car je ne sais pas s'il est finalisé. D'après ce que je comprends, l'Iran affirme qu'il ne développera pas d'armes nucléaires. Mais je ne pense pas que l'Iran ait jamais dit qu'il allait développer une arme nucléaire. Ils ne disent pas qu'ils vont cesser tout enrichissement d'uranium, ni peut-être arrêter l'énergie nucléaire ou autres activités similaires. Donc je ne sais pas vraiment ce qui a changé, à part le fait que l'Iran a montré qu'il pouvait tenir tête aux États-Unis et survivre. Parce que si vous regardez quels étaient nos soi-disant objectifs, c'était le changement de régime. C'était de se débarrasser de ce régime oppressif pour libérer le peuple iranien. Rien de tout cela n'est arrivé. Je veux dire, c'est le même régime. Oui, vous savez, ils ont changé la direction parce que nous avons tué les gars qui étaient aux commandes. Mais maintenant, ils ont été remplacés par, vous savez, leur subalterne ou celui qui était le suivant dans la hiérarchie. Mais ce sont toujours les mêmes personnes. Et pour autant que nous sachions, ils sont peut-être même plus radicaux que ceux que nous avons tués. Je pense qu'on s'est probablement fait beaucoup d'ennemis en tuant des gens qui ont, vous savez, des frères. Vous savez. Évidemment, nous sommes probablement encore moins appréciés, pas que nous étions très appréciés au départ. Nous avons sans doute favorisé de futurs actes terroristes contre les États-Unis à cause de cela. Nous avons aussi dépensé énormément durant ces mois, il suffit de voir le déficit. Nous venons juste d'obtenir les chiffres du déficit pour le mois de mai, et je crois qu'il y a eu une augmentation d'environ 34% par rapport à l'année dernière, donc je suis sûr qu'une partie de cela est due à la guerre. Les charges d'intérêt ont augmenté de 44% en un an, ce qui pose un gros problème. Je veux dire, si on annualise ce qu'on a dépensé en mai, ça fait 1600 milliards par an, en intérêt. Et c'était l'ensemble du budget fédéral aussi, récemment qu'en 1997. Donc maintenant, on dépense cette somme rien qu'en intérêt. Maintenant, une partie de ces intérêts, on se les verse à nous-mêmes. Mais même si on soustrait tous les intérêts qu'on paie à la Fed ou à la Sécurité sociale, ça reste près de 1,3 trillion en intérêts. Mais c'est une cible mouvante, parce qu'à chaque mois, ça augmente, car plus de dettes arrivent à échéance, et on doit les refinancer à des taux plus élevés. Et ce n'est pas parce qu'on est en paix que les dépenses sont terminées, parce que maintenant l'administration Trump va vouloir, vous savez, réarmer. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, ou nous avons utilisé beaucoup de bombes et de missiles que nous n'avons plus maintenant. Et donc maintenant, il faut les racheter, il faut en acheter de nouveaux. Ça va coûter beaucoup d'argent. Et le pétrole, vous savez, les gens s'attendaient à ce que les prix du pétrole retombent à 60 $ quand la guerre serait finie. Eh bien, la guerre est finie, et c'est 80 $. Apparemment, la guerre est finie. Je ne pense pas qu'on va redescendre. Je pense que le pétrole dépassera à nouveau 100 $ le baril. Donc je pense que les espoirs que les gens ont placés dans la fin de la guerre pour avoir un soulagement à la pompe, je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que les rendements obligataires continueront d'augmenter, contrairement à ceux qui pensaient qu'ils baisseraient après la guerre. Je ne pense pas, car il s'agit de la dette et de l'inflation, dont une grande partie reste à venir. Nous avons déjà généré beaucoup d'inflation, et il y en aura davantage. Vous savez, le projet de loi Big Beautiful Bill était, vous savez, une recette pour l'inflation. C'est tout ce que c'était. C'était une forte augmentation des dépenses déficitaires. Et maintenant, vous savez, nous avons Powell et d'autres. Nous avons Kevin Warsh. Nous allons avoir sa première réunion du FOMC, je suppose, et sa conférence de presse cette semaine. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression sur la Fed pour vraiment faire tourner la planche à billets, parce que c'est la seule façon de financer ces déficits sans faire exploser les taux d'intérêt.
Et Trump ne veut pas que les taux d'intérêt s'envolent, parce que cela signifierait que le marché boursier pourrait vraiment chuter, ce qu'il considère comme le baromètre de sa présidence. Cela va exercer une pression supplémentaire à la baisse sur l'immobilier si les taux augmentent considérablement, ce qu'il faudrait faire pour lutter contre l'inflation. Et donc, à la place, nous allons alimenter l'inflation. C'est la catastrophe vers laquelle nous nous dirigeons. Parce que là, vous savez, il n'y a pas de solution facile à ce problème. Nous sommes vraiment coincés entre le marteau et l'enclume en ce qui concerne l'inflation, n'est-ce pas? Soit nous luttons contre l'inflation et provoquons un crash économique, soit nous créons plus d'inflation et une autre crise. Oui. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour, vous savez, le consommateur américain moyen en ce moment? Je veux dire, quand on regarde déjà, vous savez, le dollar a déjà perdu tellement de son pouvoir d'achat au cours des 6 dernières années. Le New York Times aurait publié un article indiquant une perte d'environ 30% du pouvoir d'achat. On constate que ces 2 dernières années, le coût des biens a fortement augmenté pour les Américains. Cela devient très difficile à supporter. Vous savez, simplement la qualité de vie en Amérique. Je veux dire, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent liquide pour pouvoir maintenir cela. Où en est-on pour le consommateur moyen qui essaie juste de payer ses factures et de vivre dans cette économie folle? Eh bien, cela devient beaucoup plus cher pour la personne moyenne. C'est parce que l'État a pris beaucoup plus d'ampleur qu'avant, et que la personne moyenne doit payer pour cela. Imaginez si, au lieu de déficit de 3000 milliards de dollars par an, le budget était équilibré, et que le gouvernement obtenait ses recettes en augmentant la taxe sur les salaires, en augmentant les impôts sur le revenu, peut-être en instaurant une taxe nationale sur les ventes, ou quelque chose comme ça, où l'Américain moyen serait obligé de payer 50% d'impôts en plus par rapport à ce qu'il paie actuellement. Évidemment, il serait dans la même situation. Il ne leur resterait pas autant d'argent, même sans hausse des prix. Ils n'auraient pas eu d'argent, car le gouvernement l'aurait pris. Or, nous n'avons pas fait cela. Nous n'avons pas augmenté les impôts pour financer les dépenses publiques. Cela ne signifie pas que ces dépenses publiques sont gratuites. L'Américain moyen finance le gouvernement en payant des prix plus élevés, car ce dernier imprime et dépense de l'argent au lieu de le taxer. C'est là le vrai problème, qui vient du gouvernement, pas seulement de l'inflation. Le problème du coût de la vie est un problème de coût du gouvernement. Le gouvernement est trop cher, et l'Américain moyen en subit les conséquences. Eh bien, nous avons parlé du pétrole, du prix du pétrole. Et je suis curieux de savoir si, Peter, tu peux peut-être aider certains de nos téléspectateurs à comprendre que beaucoup de ces pays ont maquillé le prix du pétrole ici. Ils ont puisé dans leurs réserves ou leurs stocks d'urgence pour aider à stabiliser le marché. Et on parle de plusieurs millions de barils de pétrole qui ont été utilisés à cette fin. Je veux dire, où cela finit-il par se répercuter dans le commerce du pétrole? Nous voyons les chiffres sur les marchés à terme, mais encore une fois, le Brent daté ou le pétrole qui arrive réellement sur les côtes, qui passe par les raffineries, vous savez, subit cette inflation accrue. Quel est l'avenir du pétrole, disons, dans les prochaines années en ce qui concerne les stocks? Comment les pays vont-ils reconstituer leurs réserves? Oui, s'ils veulent reconstituer leurs réserves, ils doivent acheter. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous n'allez pas voir une forte baisse du pétrole maintenant que le détroit est ouvert et qu'il va y avoir plus de production, parce qu'il va y avoir plus de demandes. Car maintenant, il y aura la demande des gouvernements qui ont alimenté le marché en pétrole. Ils vendaient. Maintenant, ils doivent acheter. Et je pense que nous avons sous-estimé les dégâts causés à la chaîne d'approvisionnement pétrolière par 3 mois, ou quelle que soit la durée, de manque de production et de manque d'expédition. Donc, je pense qu'il faudra un certain temps pour que l'ouverture du détroit répare vraiment cela. Les prix vont donc rester beaucoup plus élevés pendant longtemps. Et en attendant, bien sûr, nous allons... Si le dollar commence à baisser, et l'une des choses qui soutenait le dollar, c'était la guerre. Le dollar profitait de le mouvement vers les valeurs refuges. Il n'a pas vraiment augmenté, mais il n'est pas tombé, alors qu'il baissait un peu avant la guerre. Et donc, maintenant que la guerre est terminée, le dollar peut reprendre sa chute. Et dans la mesure où le dollar baisse vraiment, cela, en soi, fait monter le prix du pétrole en dollars. Les prix pourraient encore beaucoup augmenter. La réserve stratégique américaine est aujourd'hui plus basse, Biden l'ayant vraiment épuisée. Au lieu de la remplir, on l'a encore plus vidée. Donc, il y a aussi beaucoup de pression politique maintenant. Parce que si la guerre est terminée, alors quelle est l'excuse de Trump pour expliquer pourquoi l'économie est faible ou pourquoi l'inflation est toujours un problème? L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 350 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors,
Pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance, et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent. Je les contrôle. Et avec Mintos? Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description, les QR codes juste ici. Des rendements stables, aucune surprise pour vos investissements, et en plus de ça, un bonus. Ne ratez pas ça, et bonne chance. Parce qu'il a tout mis sur le dos de la guerre. Et s'il n'y a plus de guerre, mais que les problèmes continuent, quelle sera l'excuse? Je voudrais juste ajouter à cela, vous savez, puisqu'on parle de pétrole. Quelque chose qui m'a vraiment surpris pendant ce conflit, et je suis passionné par l'or. Vous savez, je possède de l'or physique, de l'argent aussi. Je veux dire, on a vu l'argent connaître une envolée incroyable. Je ne sais pas si c'est peut-être Jane Street qui cherche à accaparer le marché de l'argent en jouant sur les produits dérivés. Je m'attends à ce que l'or monte beaucoup plus haut pendant les conflits. Quelle semble être la raison pour laquelle il en est là, et où pensez-vous qu'il pourrait aller à partir d'ici? Eh bien, vous savez, je pense que beaucoup de gens ont observé la réaction de l'or face à ce conflit, et ont signé l'arrêt de mort de l'or en conséquence, en disant « Regardez, ce n'est plus une valeur refuge, car l'or a baissé pendant la guerre. » Maintenant, si l'or n'avait pas autant augmenté avant la guerre, vous savez, l'or est monté jusqu'à 5500, et il a explosé. Donc il était vraiment suracheté. Et une grande partie de cela, ou une bonne partie, c'était l'anticipation d'une guerre de toute façon, parce que c'était assez évident, vous savez, les tambours de la guerre résonnaient. L'or a ainsi anticipé la guerre, illustrant le principe. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Mais je pense que si vous regardez le prix de l'or maintenant, il est à 4300 $. 4300 $ l'once. Et si vous comparez à où il était il y a 1 an, 2 ans, l'or est beaucoup plus élevé. Le fait qu'il ait été corrigé pendant la guerre n'a pas vraiment de signification. Si une nouvelle guerre éclatait, l'or monterait probablement, car ce risque n'est pas encore intégré. Si vous savez, je pense que l'or reste une valeur refuge et protège toujours autant contre l'inflation. C'est juste qu'il y a eu un peu plus de volatilité récemment. Et c'est pareil pour l'argent. Je veux dire, encore plus. L'argent est monté jusqu'à 120 $ l'once, vous savez. À partir de 30, et vous savez. Maintenant, il est à 70, un peu plus de 70, vous voyez. Un peu plus de 70. Les gens disent que c'est loin des sommets. Oui, mais regardez où il en est. Vous savez. Il a franchi une résistance majeure qui remontait à 1980. Donc on a des cassures majeures sur l'or et l'argent. Et ça va continuer. La guerre fait grimper l'or, non seulement par l'incertitude, mais aussi par son mode de financement. L'inflation. C'est ainsi qu'on paie les guerres, sans augmenter les impôts. Le gouvernement explique que la guerre exige des sacrifices. Nous allons augmenter vos impôts pour financer cette guerre. Non, nous sommes en guerre. Nous allons simplement imprimer plus d'argent et creuser davantage les déficits. Donc, c'est excellent pour l'or. Et vous savez, dans la mesure où nous devons utiliser nos ressources pour des bombes et des missiles, cela signifie que nous avons moins de ressources pour les biens de consommation. Donc on imprime plus d'argent, on produit moins de choses. Je veux dire, c'est comme ça que vous allez avoir de l'inflation. Vous allez avoir des prix beaucoup plus élevés à cause de ça. Et les gens vont vouloir se protéger s'ils sont intelligents, vous savez, en achetant de l'or et de l'argent. Monsieur Schiff, je voudrais continuer sur ce sujet de l'or, parce que l'une des choses que nous avons vues récemment, au cours des derniers mois, c'est que la Chine accumule en fait énormément d'or. Vous savez, ils ont en fait ajouté 10 tonnes d'or rien que le mois dernier. Je crois qu'ils en sont à 15 mois consécutifs d'achat d'or. La Pologne achète une quantité énorme d'or. Quelle est, selon vous, la raison qui pousse ces banques centrales à essayer d'accumuler leurs réserves fédérales? Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique que la Chine, par exemple, envisage en ce moment, et comment elle équilibre cela? Ou est-ce qu'on observe simplement cela, à cause de cette période de chaos géopolitique? Non, en fait, ils sont en train de se dédollariser. Je veux dire, il est assez clair que ces grandes banques centrales, ces gouvernements, veulent réduire leur exposition au dollar américain. Je veux dire,
Il est clair qu'ils ont besoin de faire cela. Si ce n'était pas clair, les sanctions contre la Russie l'ont montré. Vos réserves en dollars ne vous appartiennent pas vraiment, et nous pouvons vous les retirer si vos actions nous déplaisent. Donc, ce n'est pas vraiment un endroit sûr pour les Chinois, les Russes ou qui que ce soit. Parce que vous savez, nous pouvons tourner le dos à un ami en un instant. Vous savez, on peut être un allié à 1 minute et un ennemi la suivante, n'est-ce pas? Donc, vous ne voulez pas être dans cette position. Et c'est évident. Et si ce n'était pas évident avant Trump, c'est certainement évident maintenant qu'il n'y a aucune chance que le gouvernement américain agisse de manière fiscalement responsable pour éviter une crise de la dette. Et même l'ancien conseiller économique de Bush, Hank Paulson, a reconnu que nous avons besoin d'un plan pour faire face à l'urgence qui va arriver. Il a qualifié ce plan de dernier recours pour le cas où les étrangers refuseraient nos obligations. Et vous savez, il n'a pas dit qu'il fallait élaborer un plan maintenant, pour s'assurer que cela n'arrive pas, qu'il fallait prévenir cette urgence. Il a admis que cela n'arrivera jamais. Et donc, puisque nous n'allons pas empêcher la crise, il veut un plan d'urgence pour y faire face. Et c'est parce que les créanciers se rendent compte que, vous savez, nous avons presque 40 000 milliards de dollars de dette nationale. Cela pourrait facilement atteindre 50 000 milliards dans les prochaines années. Les paiements d'intérêt explosent. Actuellement, les paiements d'intérêt représentent 30% des recettes fiscales. Bientôt, ils pourraient atteindre 50% puis consommer toutes nos recettes fiscales. Mais évidemment, c'est une situation intenable. Il n'y a aucun moyen que les États-Unis puissent honorer ces obligations. Honnêtement. Nous avons donc 2 choix. Aucun n'est bon si vous détenez des bons du Trésor américain. L'un, c'est que nous faisons défaut, n'est-ce pas? Vous n'êtes tout simplement pas payé, ce qui décourage de détenir des bons du Trésor américain, en cas de défaut, surtout pour les étrangers, car le gouvernement peut faire défaut sélectivement. Si vous êtes la Chine, le gouvernement américain peut refuser de payer le principal ou les intérêts sur les obligations chinoises, les rendant sans valeur. Vous voyez? Donc vous êtes dans une mauvaise situation. Mais même si nous ne faisons pas défaut, nous ne pouvons pas payer légitimement. Nous n'augmenterons pas les impôts des Américains pour payer des intérêts à la Chine ou à d'autres. Nous allons juste imprimer de l'argent. Et cela signifie que la valeur du dollar va s'effondrer parce que nous allons devoir en créer tellement. Exactement. Et donc les banques centrales peuvent le voir. Elles veulent donc sortir. Elles veulent sortir du dollar. Mais quand vous sortez du dollar, vous devez entrer dans quelque chose ou acheter quelque chose avec vos dollars. Alors, qu'allez-vous acheter? Eh bien, vous regardez les autres devises disponibles. Vous pourriez acheter des euros. Vous pourriez acheter des yens japonais. Vous pourriez acheter des livres sterling. Vous savez? Vous pourriez acheter des RMB. Vous pourriez acheter des francs suisses, des dollars australiens, n'est-ce pas? Ces devises existent. Mais beaucoup de ces devises ont elles-mêmes beaucoup de problèmes. Et puis vous regardez l'or et vous savez, l'or n'a aucun problème. Vous savez, l'or est pur. Beaucoup disaient que le monde ne quitterait jamais le dollar faute d'alternative. Nous restons le moins mauvais choix. Je ne crois pas que nous soyons la chemise la plus propre. Je pense que le franc suisse est bien moins sale que le dollar, même si le marché obligataire suisse n'est pas énorme, car le gouvernement suisse achète et emprunte peu. De plus, c'est un petit pays. Le dollar de Singapour n'est pas une mauvaise monnaie, mais c'est une petite devise. Inutile de choisir parmi les devises douteuses, il suffit de regarder l'or, qui n'en fait pas partie. L'or est la vraie monnaie, pas une devise, mais de l'argent réel. L'or n'est émis par personne, et personne ne peut sanctionner votre or. C'est pour cela que tous les gens, les banques centrales, font cela. Ils achètent de l'or, et cela va continuer. Et les banques centrales qui ont acheté de l'or vont continuer à en acheter. Elles ont encore beaucoup d'or à acheter. Et les banques centrales qui n'ont pas encore acheté d'or vont commencer à le faire. Je veux dire, ils arrivent un peu tard à la fête, mais ils vont arriver, et ils vont commencer à acheter eux aussi. Et ce qui va aussi se passer, c'est que les investisseurs privés, qui ne sont toujours pas venus à la fête en nombre, vont eux aussi acheter. Les institutions vont acheter de l'or, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les fonds spéculatifs, les fondations, les investisseurs individuels. Ils vont tous commencer à acheter. Je ne sais pas quelle part de leur portefeuille ils alloueront à l'or, mais pour l'instant, la plupart des gens n'en possèdent pas. Donc il suffit de passer à une allocation de 5 à 10%. Et d'où va venir cette allocation? Elle viendra plus probablement des obligations que des actions. Et c'est aussi très important. Parce que si vous êtes le gouvernement américain, et que vous essayez de vendre des bons du trésor, et que maintenant certaines des personnes qui achetaient ces bons, vous savez, des investisseurs privés, n'en veulent plus. Ils préfèrent investir leur argent dans l'or plutôt que dans les bons du trésor américain, ce qui posera un gros problème.
Monsieur Schiff, je souhaite poursuivre sur la dédollarisation, car j'ai apprécié votre réponse. La Chine achète de l'or dans ce but. On l'a aussi constaté pendant la guerre en Iran. Vous savez, bien sûr, ces États du Golfe essaient de trouver d'autres options à cause du chaos. On voit que les BRICS prennent évidemment de l'ampleur, vous savez. Ils sont déjà bien plus importants que le G7. Si davantage de ces pays et de ces tendances continuent, l'une des questions que je reçois souvent vient de nombreux Américains qui demandent comment cette tendance à la dédollarisation va-t-elle m'affecter en tant qu'Américain et en tant qu'investisseur. Cela signifie-t-il qu'il faut acheter plus d'or? Comment cela va-t-il toucher l'Américain moyen? Cela le rendra plus pauvre. Je veux dire, l'Américain moyen doit son niveau de vie au dollar et à son rôle de monnaie de réserve. Nous avons des déficits commerciaux de plus de 1000 milliards de dollars par an, soutenus uniquement parce que le monde veut le dollar. Et donc, nous pouvons échanger les dollars que nous gagnons, et que la Fed imprime contre les biens que le reste du monde produit, et que nous ne produisons pas nous-mêmes. Donc, nous avons beaucoup plus de choses à acheter. Les rayons sont entièrement approvisionnés quand nous allons dans les magasins. Il y a beaucoup de marchandises là-bas, et nous pouvons les acheter, et les prix sont raisonnables. Ils sont plus élevés qu'avant. Mais quand le dollar chutera, tout changera. Nous ne pourrons plus maintenir ces grands déficits, car le monde n'acceptera plus nos dollars. Maintenant, ils voudront nos produits dans la mesure où nous fabriquons des choses de qualité. Bien sûr, ils les achèteront si elles sont bonnes et qu'ils en ont envie. Mais nous ne pourrons plus avoir des déficits de 1000 milliards de dollars par an. Nous devrons donc exporter plus, importer moins, ce qui entraînera des prix bien plus élevés. Ça veut dire que certaines des choses que nous produisions et qui restaient ici, nous allons devoir les envoyer à l'étranger. Et beaucoup de choses qui arrivaient ici ne viendront plus. Donc, l'offre de biens que les Américains peuvent acheter va être considérablement réduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des prix beaucoup plus élevés. Ça veut dire que si vous voulez acheter quelque chose, vous allez devoir payer plus cher. Beaucoup d'Américains vont tout simplement être exclus du marché. Ils ne pourront pas se permettre de payer ces prix plus élevés. Mais les gens qui ont assez d'argent, si le prix de quelque chose triple, beaucoup de personnes vont abandonner. Je ne peux plus me le permettre. C'est trop cher. Certaines personnes continueront à l'acheter parce qu'elles ont assez d'argent et qu'elles le veulent. Mais l'Américain moyen va voir son niveau de vie baisser fortement parce que tout, absolument tout, va coûter beaucoup plus cher. Je veux dire, vous savez, en allant chez Target, vous aurez l'impression d'être chez Saks Fifth Avenue ou quelque chose comme ça. Je veux dire, tout va devenir cher. Les choses que nous considérons comme acquises vont coûter beaucoup plus cher. Les taux d'intérêt seront bien plus élevés. Car les Américains n'ont pas seulement eu des produits bon marché grâce au dollar, mais aussi des taux bas. Quand les étrangers nous vendent ces biens et acceptent nos dollars, ils ne les cachent pas. Ils achètent nos bons du trésor, nos titres adossés à des hypothèques et nos obligations d'entreprise. Et cela signifie que nous avons des taux d'intérêt plus bas. Mais quand les étrangers ne font plus cela, il y a moins de demandes pour tous nos titres. Et cela signifie des taux d'intérêt plus élevés. Donc non seulement tout va coûter plus cher, mais il va aussi nous coûter beaucoup d'argent d'emprunter de l'argent pour acheter ces choses, ou pour acheter quoi que ce soit, ou pour faire des investissements. Le coût du capital et du crédit va beaucoup augmenter aux États-Unis. Et ça va être un énorme problème parce qu'on va aussi avoir une forte hausse du chômage, car la plupart des emplois en Amérique sont actuellement liés à notre surconsommation, qui est un sous-produit de la valeur du dollar. Qui sont les plus grands employeurs en Amérique? Ce sont Walmart et Amazon. Ils vendent des produits, presque tout importés, très peu fabriqués en Amérique. Ensuite, nos autres grands employeurs sont UPS et Federal Express. Que font-ils? Ils livrent tous les produits que nous achetons sur Amazon. Et donc, ce sont à peu près les 4 plus grands employeurs du pays. Et ils vont licencier beaucoup de monde. Et qu'est-ce que ces personnes licenciées vont faire comme travail? Je ne sais pas. Tu sais? Évidemment, il va falloir qu'on recommence à fabriquer plus de choses. Il faudra construire plus d'usines, développer nos chaînes d'approvisionnement et infrastructures, mais cela exigera beaucoup de capitaux. D'où viendront-ils? Tu sais, donc on s'est vraiment mis dans une situation très difficile, parce qu'on a construit une économie qui ne fonctionne que si les étrangers la soutiennent. Ils doivent nous prêter l'argent que nous empruntons, et produire les biens que nous consommons. Et ça, tu sais, c'est quelque chose que très peu de gens semblent comprendre. Tu sais, c'est certain que le président ne comprend pas ça. Il pense que le monde profite de nous et nous exploite alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est nous qui les exploitons. C'est nous qui profitons d'eux. Il ne comprend pas la nature de cette économie, ni qui a les cartes en main. Il croit que nous les avons, car nous sommes les grands consommateurs et emprunteurs. Non, ce sont eux.
Tu sais, ce sont eux les producteurs et prêteurs. Ce sont eux qui sont aux commandes ici, pas nous. Monsieur Schiff, je veux parler de la plus grande introduction en bourse qui vient d'avoir lieu. Parlons de SpaceX, j'aimerais ton avis honnête. La plus grande introduction en bourse de l'histoire est maintenant la 6e plus grande entreprise mondiale. Tu sais, quelle est la vraie vérité sur l'introduction en bourse de SpaceX que beaucoup ignorent? Je t'avoue que je ne sais pas. D'abord, oui, SpaceX, je ne suis pas certain qu'ils gagnent déjà de l'argent. Mais je sais qu'ils en tirent via Starlink, que j'utilise moi-même sur mon bateau. C'est très cher, donc ils ont donc des revenus de ce côté-là. Et je sais qu'ils viennent de commencer à louer leur capacité informatique, je crois, à OpenAI. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ils tirent beaucoup de revenus de ça. Où est-ce Claude? Je veux dire, peut-être Anthropique. J'ai oublié lequel, donc ils touchent un peu d'argent là-dessus. Je ne sais pas. Tu vois? Combien d'argent il y a vraiment dans l'espace, dans l'exploration spatiale et l'envoi de personnes dans l'espace? Tu sais pas, il semble que si tu parles de gens qui partent en vacances dans l'espace, de gens qui vont sur Mars, de gens qui vont, tu sais, sur la Lune, je ne sais pas combien de personnes vont faire la queue pour ça. En ce qui concerne les vacances, je suis sûr que ça va être assez cher. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être, tu sais, entassé dans un petit vaisseau. Et tu vois ce que je veux dire. Je pense que la plupart des gens préféreraient aller à Tahiti. Je pense qu'il y a beaucoup de battage médiatique. La société a une valeur de 2000 milliards de dollars. Et on peut dire, eh bien, mais regarde, tu sais, il y a d'autres entreprises qui valent aussi quelques milliers de milliards. Oui, elles sont surévaluées aussi. Je veux dire, tu compares, tu sais, des actions à d'autres actions dans une bulle et tu dis, eh bien, regarde, tu vois, regarde ça. Comparé à Nvidia ou comparé, tu sais, à certains de ces autres géants de la tech qui sont déjà largement surévalués, elle entre en bourse, alors que l'entreprise vaut 2000 milliards de dollars, soit près de 100 fois son chiffre d'affaires. Je comprends qu'une petite biotech sans gros revenus, ça se conçoit, mais une entreprise de cette taille valorisée à 100 fois son chiffre d'affaires, c'est inédit. Je veux dire, les autres grandes entreprises, elles ont des bénéfices. Peut-être qu'elles sont à 30, 40, 50 fois les bénéfices. SpaceX n'a pas encore de bénéfices. Évidemment, nous avons le marché boursier le plus cher de l'histoire des États-Unis. Donc, soit nous sommes à l'aube de la plus grande explosion de bénéfices, et les investisseurs ont vu juste. Nous verrons soit une hausse inédite des bénéfices des entreprises, soit une forte baisse des actions, ou peut-être une baisse plus classique. Mais l'un de ces scénarios doit se produire. Soit les investisseurs ont raison d'attribuer autant de revenus futurs aux entreprises américaines, soit ils ont tort. Et à chaque autre période où les actions ont été, même pas aussi chères, mais à un niveau de valorisation proche de celui-ci, les investisseurs se sont trompés. Donc, la position prudente, c'est de penser qu'il s'agit d'une autre bulle, vous savez, mais vous savez. Oui. Cyrus Janssen, j'ai une dernière question pour vous et j'aimerais avoir une petite prédiction de votre part. Si l'Amérique continue d'accumuler des déficits de 1000 milliards de dollars, de mener des guerres coûteuses et de financer la consommation par la dette, à quoi ressembleront les États-Unis dans 10 ans? Beaucoup de variables sont à considérer. Et, vous savez, je pense que la grande inconnue, c'est l'IA, et combien de productivité supplémentaire nous pouvons en tirer. Cela pourrait changer mon analyse. Je veux dire, si l'IA n'existait pas, ce serait assez évident. Ce serait une catastrophe totale. Mais vous savez, il y a du potentiel. Je ne sais pas à quelle vitesse. Vous savez, nous pouvons créer une main-d'œuvre robotique dotée d'intelligence artificielle pour commencer à fabriquer tout ce que nous recevons actuellement des Chinois. Mais vous savez, c'est possible. Mais vous savez, je pense qu'entre maintenant et dans 10 ans, je pense que nous allons traverser une crise. Je pense que nous nous dirigeons vers cette crise en ce moment même. La dette devient incontrôlable et l'inflation déjà problématique s'aggrave. Et, vous savez, je pense que politiquement, je pense que les démocrates vont remporter les élections de mi-mandat. Et je pense qu'ils vont reprendre la Maison-Blanche. Je pense que le candidat qui va gagner, ce ne sera pas un centriste, pas un modéré. Ce sera un socialiste très radical, parce que vous savez, tout bascule à gauche. Je veux dire, parce que Trump est en fait un démocrate. Je veux dire, il n'y a plus de conservateurs. Il n'y a plus de guerre. Le parti républicain est devenu démocrate. Et le parti démocrate est maintenant socialiste. Voilà. Et même, il y a beaucoup de choses que Trump défend qui sont très socialistes. Mais tout bascule à gauche. Donc les démocrates ne vont pas aller vers le centre. Ils vont simplement aller encore plus à gauche. Mais le public va accepter cela parce que ce sont les seules alternatives. Vous pouvez avoir 2 candidats de gauche. Autant choisir celui qui est encore plus à gauche, s'il est celui qui promet le plus. Mais le problème, c'est que si vous regardez les 3 dernières élections, tout tourne autour du fait de rejeter la faute des problèmes sur les sortants. C'est ça.
Et il vaut toujours mieux se présenter comme l'outsider, comme le challenger, parce que ça permet de rejeter tous les problèmes sur ceux qui sont au pouvoir. Vous risquez de donner de faux espoirs en prétendant tout régler. Celui qui est au pouvoir, le parti au pouvoir, doit justifier 4 années de plus, alors que les 4 dernières ont été mauvaises. Et ils essaient de vous convaincre que tout va bien, et que vous devriez les réélire, alors que les challengers n'ont rien à vous prouver. Ils se contentent de reconnaître ce que vous croyez déjà. Vous souffrez, et je ressens votre douleur, et je vais vous aider. Ceux qui sont au pouvoir doivent dire « De quoi parlez-vous ? Tout va bien. » Je veux dire, quelle douleur. Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes bien loti. C'est pour cela que Trump a battu Hillary, étant l'outsider qui promettait de faire en sorte que tout aille bien. C'est pour ça qu'il a perdu contre Biden, parce qu'il n'a pas réussi à faire en sorte que tout aille bien. Et Biden a pu dire « Vous voyez, je réussirai là où Trump a échoué. » Trump a gagné contre Harris en disant « Tout va mal, je vais arranger ça. » Il affirmait que tout était mieux sous sa présidence, même si ce n'était pas vrai. Mais c'était certainement pire après 4 ans de Biden. Et les électeurs auront le même choix en 2028 lorsqu'un républicain promettra 4 années de plus et que le démocrate dira « Oui, nous ne voulons pas 4 années de plus comme ça. C'était horrible. Trump a tout gâché. » Vous savez, ils diront « Eh bien, il y avait une bonne économie quand Biden était président. Maintenant, nous n'avions pas une bonne économie. Mais les gens vont, vous savez, ils penseront « Oui, c'était mieux que ce que c'est maintenant. » Oui, oui. Les choses continuent de s'aggraver. Et donc, vous savez, on va... Qui sait quel genre de politique radicale et folle on va avoir avec une présidence d'extrême gauche, avec la Chambre et le Sénat. On va tout renverser. Ça va passer d'un pouvoir entièrement républicain à un pouvoir entièrement démocrate. Regardez comment les républicains ont creusé la dette quand ils détenaient les 3 pouvoirs. Tu penses que les démocrates vont faire moins que ça ? Non, ils vont en faire encore plus. Je veux dire, les républicains prétendent qu'ils n'aiment pas un État omniprésent. Mais ensuite, ils font grossir l'État. Les républicains, plutôt. Les démocrates, eux, adorent un État omniprésent. Ce que je veux dire, c'est que si ceux qui détestent l'État le font déjà grossir, imagine à quel point ceux qui l'aiment le feront grossir davantage. Ce sera difficile. Eh bien, Monsieur Schiff, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous. J'apprécie vraiment le temps que vous nous avez accordé. Vous nous en avez donné beaucoup aujourd'hui. Et je voulais simplement vous dire merci beaucoup. Nous allons nous assurer de mettre tous vos liens vers votre podcast. Enfin, juste mon podcast. Oui, seulement votre podcast et votre compte X pour que les gens puissent se suivre sur les réseaux sociaux. Oui, ils devraient vraiment écouter. Vous savez, mon podcast, j'ai maintenant plus d'1,5 million d'abonnés sur X. Donc mon nombre d'abonnés augmente. Et oui, on a plus de 600 000, 625 000 je crois, abonnés à la chaîne YouTube. Donc les gens peuvent écouter mon podcast là-bas. Je parlerai cette semaine de la réunion du FOMC et de la première conférence de presse, qui attirera toute l'attention. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi l'épisode de ce soir, et nous avons hâte de vous retrouver pour le prochain aussi.